Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Radio des Sans-Voix. Chers auditeurs, chères auditrices, Radio des Sans-Voix reçoit pour cette semaine un invité de qualité, Monsieur Adlan Medzi, rédacteur en chef de l'édition du vendredi Al Watan Weekend. Lancé en 2009, la version hebdomadaire du premier journal francophone en Algérie, Al Watan. Bienvenue et merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. Bienvenue, merci à vous d'être là déjà. Permettez-nous de vous appeler Adlan. Ah oui, bien sûr. Adlan travaille aussi correspondant pour des médias français comme c'est-à-dire Le Figaro, La Tribune de Genève. Jour tranquille à Alger, un nouvel opus pas comme les autres, co-auteur avec Mélanie Matares, préface de Kamal Daoud. Apparu aux éditions Rive Neuf en France, déjà vous avez des romans Le Casse-Tête turc en 2002 et La Prière du Mort en 2008, édition Balzar, c'est ça? Édition Balzar, oui. Très bien. Il a été réédité à Marseille après, en 2010. Bon, Le Casse-Tête turc, ça date de 2002, donc c'était en fait une expérience avec les éditions Balzar qui voulait créer une série à partir d'un même personnage, inspecteur ou détective, qui est après repris par plusieurs auteurs. C'est un peu l'expérience du poulpe, comme l'expérience du poulpe en France. Voilà, malheureusement il n'y a eu que deux, le mien et celui de Nabil Belali qui s'appelle à la mémoire du commandant Larbi. Donc il n'y a eu que deux opus. Après, à l'époque, les éditions Balzac n'avaient pas assez les reins solides pour continuer. C'était un peu compliqué au niveau financier et économique pour eux. Donc voilà, ça s'est arrêté à ça. Mais c'est mon premier exercice d'écriture policière. La Prière du Mort, c'est un peu différent. On le classe comme roman policier, mais c'est beaucoup plus un thriller politique sur les services secrets algériens, le terrorisme, etc. Voilà, donc c'était une écriture beaucoup plus différente que le Casse-Tête turc, où c'était encore beaucoup plus noir que le premier, même si le premier parlait d'un tueur en série. Mais le deuxième parlait de tuerie en série, donc c'était un peu plus noir, on va dire. Si j'enchaîne directement sur le roman La Prière du Mort, justement, pourquoi intéressez-vous beaucoup plus à ce qui est policier, service secret en Algérie? En fait, pour tout vous dire, c'est un truc d'enfance. Vous dire parce que tout gamin, j'adorais, je suis un enfant de la télé, j'aimais beaucoup les films d'action, etc. Et je me sentais un peu jaloux que sous d'autres cieux on pouvait créer de l'action, du suspense, de cette manière, alors que chez nous on a vraiment la matière pour ça. Parce que nous aussi, on a des criminels, des policiers, des services. Encore que nous, on a quelque chose d'encore plus grave, c'est-à-dire une guerre civile, etc. Et je voulais vraiment mettre en scène ça et parler de ça de manière littéraire pour essayer de sortir un peu d'une autre écriture, qui est l'écriture journalistique aussi. Parce que je travaille beaucoup sur ces questions-là. J'avais la matière brute de tout ça, parce que c'est des sujets qui m'intéressent comme journaliste. Donc voilà, j'avais la matière pour essayer de broder une histoire autour de ça. Vous a forgé? Forgé, je dirais, ça m'a comme des milliers d'Algériens, ça m'a profondément marqué. Il y a une part de trauma, il y a une part on va dire, de leçons, si on peut parler de ça, de leçons qu'on aurait pu apprendre de tout ce qui s'est passé. Ça m'a marqué à un point où je sais que même si on fait des centaines de livres sur ça, on ne va pas tout couvrir, toute la profondeur du drame, son envergure, les drames humains qui étaient derrière tout ça. Parce que c'est pas des questions manichéennes, il y avait pas on peut pas dire que les mauvais et les bons. Bon, il y a une tranchée politique, etc., mais c'était beaucoup plus complexe que ça. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a que la littérature qui pouvait rentrer à l'intérieur de cet enfer et essayer de rendre compte un peu. Vous évoquez la décennie noire et durant la décennie noire, comme tout le monde le sait, a engendré cette tristesse, cette tragédie de la question des disparitions forcées. Qu'est-ce que vous inspire le mot disparu, sinon disparition forcée? En fait, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui s'est mélangé en moi entre le professionnel et l'émotionnel parce qu'on ne s'intéresse pas à la question des disparus forcés juste par professionnalisme ou pour faire des papiers ou des enquêtes. On s'intéresse parce qu'on adhère à une certaine quête de la vérité, on s'intéresse à la douleur des mamans et des papas et des papis et des mamies qu'on voit qui souffrent depuis des années de l'absence. C'est pire que la mort en fait, parce que
L'absence de sépulture, c'est quelque chose de terrifiant. Si on n'a pas de nouvelles de son gamin pendant 1 heure, on devient fou. Alors si on n'a pas de nouvelles de son gamin pendant 25 ans, j'imagine la douleur. Enfin, je n'imagine pas justement. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est pour ça que cette question me tenait beaucoup à cœur. Et surtout, c'était une sorte de douleur qu'on ne pouvait pas oublier. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas morts. Même s'ils sont morts quelque part, peut-être, on n'a pas, il n'y a ni enquête, ni statistique. L'État n'est pas sérieux sur cette question. Au contraire, il se dit responsable mais pas coupable, mais c'est impossible. Il ne peut qu'être coupable. Sur cette question-là, l'ONU le classe comme étant un crime continu. Donc c'est vraiment un drame continu. Donc, vraiment, la guerre n'est pas terminée. Enfin, la fracture n'est pas terminée. Donc cette question concernerait même s'il y a une seule personne. Ce qui est regrettable, c'est que l'État est rentré dans une sorte de surenchère aux chiffres. 8 000, 7 000, 2 000. Non, une seule personne disparue, c'est déjà une catastrophe humaine. Donc voilà, c'est pour ça que je m'attache beaucoup à la question des disparitions forcées. Et là aussi, c'est pas complètement manichéen. Parce que moi, je connais des gens de l'autre côté aussi, des militaires, des généraux, des policiers, des commissaires, qui étaient dans l'antiterrorisme. Et on n'est pas dans l'image manichéenne du salopard militaire méchant. Et de l'autre côté, il n'y a que des gentils, etc. Il y avait de tout. Et dans ce tout-là, dans la complexité de la chose, c'est là où il faut aller pour essayer de ne pas répéter les mêmes fautes après. Quel était votre engagement en tant que journaliste, c'est-à-dire l'engagement d'Adlène, le journaliste, pour donner l'information sur la question de la disparition forcée? En fait, on n'était pas nombreux. Hein. Franchement, si on se rappelle vraiment de l'époque, début des années 2000, à part quelqu'un comme Faisal Mtaoui de Watan qui a commencé un des tout premiers à en parler, et pas dans les moments les plus faciles, 97, 98, c'était pas évident de parler de disparition forcée, parce que tout de suite, on était catalogué kitukiste, pro-barbu, anti-État, etc. C'est terrible. On se fait même attaquer par nos propres collègues comme étant des gens qui cherchaient une justification aux terroristes et qui voulaient criminaliser l'État républicain, les militaires qui ont sauvé l'Algérie, etc. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je veux dire, engagement, pour moi, c'était pas un engagement exceptionnel. Pour moi, c'était mon taf, c'était mon boulot. C'est vraiment, il fallait faire ça. Bien que derrière, bien sûr, il y avait ce dont je parlais tout à l'heure. Il y avait un véritable, pas empathie, mais plus que ça. Ça veut dire, moi, il y a des moments, je ne pouvais même pas assister aux conférences de presse jusqu'à la fin, parce que quand une dame se lève, elle commence à parler. Si tu commences à verser des larmes alors que tu es là comme journaliste, c'est pas possible. Donc ça m'est arrivé une fois. Donc c'est un mélange entre l'engagement personnel à cause de ce que j'avais dit, parce que c'est une trace de la guerre, c'est une trace indélébile de la guerre, qu'il faudra bien comprendre, digérer, trancher pour la vérité, la justice. Et en hommage à tous ces parents qui disparaissent en plus, qui meurent sans avoir la vérité. C'est encore pire, c'est comme si les gens mouraient 2, 3 fois, 4 fois par génération. Voilà, donc c'est pas évident d'en parler en fait, c'est la première fois que j'en parle comme ça ouvertement. Mais c'est ça, c'était un mélange d'engagement et de travail. On avait une conscience, parce que c'est un sujet tabou justement, que plus on en parlait, plus on aidait à 1, 2, 5% dans tout le combat des femmes et des hommes qui étaient beaucoup plus courageux que nous. Et le fait d'en parler, de parler dans les journaux, de faire toujours des contributions sur ça, etc. Il y avait cette petite avancée qui est quand même importante. Maintenant, aujourd'hui, c'est formidable. C'est quelque chose qui est partagé dans la société. On en parle. Quand il y a des manifs de disparus à 1er mai, les gens ne disent pas mais c'est qui, c'est vieil et tout. Les gens savent que c'est des disparus. C'est inscrit dans la mémoire des gens et tant mieux. Ça, c'est grâce aux quelques médias qui ont le courage à l'époque d'en parler, contrairement à d'autres qui ont une attitude honteuse. Mais c'était quoi le premier déclic justement pour que Adlène Meddi est parmi les rares journalistes ayant abordé la question des disparus dans les médias? Est-ce un simple réflexe purement professionnel, c'est-à-dire d'un journaliste que vous êtes, ou bien vous l'appelez mélange? Est-ce que ce mélange, c'est une conviction politique qui s'est mêlée au réflexe journalistique pour que vous soyez et vous êtes aujourd'hui classé parmi les premiers journalistes et les rares journalistes ayant abordé la question de disparition forcée? Non, c'est un mélange de tout en fait. C'est la proximité avec des gens que je respecte beaucoup, comme Faisal Mtaoui, qui lui a été parmi les premiers à écrire sur ça et sur la torture aussi. Ils sont très très rares, les journalistes, à avoir dénoncé la torture contre les suspects islamistes. Très très rares. Ils se comptent sur le doigt d'une seule main, malheureusement, sur les 3000 ou 3500 journalistes qu'on a dans ce pays. Et surtout, il y a aussi, parce que moi déjà j'étais dans une réflexion par rapport aux années 90, à essayer de m'en sortir moi-même, c'est-à-dire à essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai écrit ces 2 livres. Et mon prochain roman, qui va s'appeler 1994, en chiffres,
et qui parle justement de 94 comme étant l'année du basculement et qui raconte le terrorisme, cette période à partir de la vision de petits lycéens dans la banlieue d'Alger, où j'aborde toutes ces questions, mais de manière, c'est les gens qui racontent. Moi, j'étais dans le questionnement par rapport à la question de la violence. Aux limites, il y a ces non-limites en fait. Voilà, j'aurais pu travailler sur les massacres de la même manière, mais là, les disparitions forcées, c'était quelque chose qui m'avait ému en fait. C'était les dames qui m'avaient ému. C'était les femmes, les papas. C'était parti d'un fort sentiment d'émotion, une émotion très forte qui m'a ramené vers eux. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Vous avez d'abord vu et ressenti la souffrance des familles des disparus que votre engagement se déclenche, se réveille sur cette... Oui, voilà. On peut dire comme ça. Je n'ai jamais réfléchi vraiment à la question, mais on peut dire ça, oui. On peut dire ça. On reste toujours dans les malheurs vécus par l'Algérie durant la décennie noire. Et aussi les événements qui ont succédé et leur impact sur l'Algérie d'aujourd'hui, sur l'ensemble de la société. On va aux chroniques, au livre de Jours tranquilles à Alger. Des jours, c'est-à-dire jours au pluriel, si je peux dire. On va parler des années de Bouteflika au pouvoir. Pourquoi ce titre, Jours tranquilles à Alger? En fait, tout simplement parce que c'est une série. La maison d'édition Rive-Neuve, elle a lancé une série avec Gilles Kramer, qui est un éditeur français que je connaissais sous une autre casquette il y a 10 ans exactement. On s'est rencontrés dans d'autres circonstances. Et lui avait commencé par écrire Jour tranquille à Ramallah. Et en fait, c'était un jeu de mots. L'objectif, c'était de faire parler des gens qui vivaient dans des villes pas du tout évidentes. Kaboul, Beyrouth, Gaza, Ramallah, Sarajevo pendant la guerre, etc. Tunis, l'année dernière, c'était l'avant-dernière parution. Alger aussi. Voilà, c'est un peu un pied de nez à la situation. C'est pas du tout du jour tranquille, mais c'est juste un jeu de mots pour dire que c'est pas du tout tranquille. C'est bouillonnant, c'est nerveux, ça change, c'est intéressant, c'est jamais ennuyeux, c'est jamais pépère. Voilà, en fait, c'était ça le jeu de mots du titre. Et c'est une série en fait. Et pour ce qui est du moment, c'est-à-dire pourquoi vous avez choisi cette période, c'est-à-dire une période où l'Algérie vit une crise économique, une crise politique. Là, vous choisissez une période là où la censure est à outrance, tout le monde est censuré, la presse est sous pression, et c'est elle qui encaisse à chaque fois. Hein. En fait, c'était même pas un choix parce que les chroniques devaient être écrites au jour le jour et être assez actuelles, pas trop éloignées dans le temps pour lui donner un peu ce côté vivant, perspicace, nerveux, etc. Donc c'était vraiment vivre notre quotidien à deux. Il se trouve que Mélanie est arrivée en 2006 ici, donc on a commencé à peu près les chroniques à cette période-là, à partir de 2007. Voilà, c'est parce qu'on a vécu ensemble à partir de cette période, en tant que journaliste en plus, tous les deux. Donc voilà, c'est pour ça que la période, elle couvre ces années-là, ce qu'on appelait nous de manière un peu générique, les années Bouteflika. Peut-être que ce sera les dernières années Bouteflika, les avant-dernières années Bouteflika, même si on sait tous qu'il va tous nous enterrer, mais coïncidence du temps, c'était vraiment ça. C'était parce qu'on a vécu cette période ensemble ici à Alger. Aujourd'hui, les médias n'accordent toujours pas d'importance à la question des disparus en termes de couverture. Pourquoi selon vous? Question difficile parce que c'est pas qu'ils accordent pas, c'est la manière d'aborder est différente maintenant. Parce que comme la question elle a été entre guillemets prise en charge dans un cadre officiel avec la CNCPBDH, la charte, etc., il y a comme une normalisation de la question. Bon, ça c'est déjà dangereux comme approche, mais il y a de moins en moins d'initiatives, c'est vrai, pour faire des vraies enquêtes sur... je crois qu'il y a Mostafa Bonfodé, il y a quelques années, c'était l'enquête la plus longue qu'il avait fait sur un cas de disparition forcée, ce qui était intéressant, parce qu'on parle d'une personne, donc on identifie les gens, etc. C'est vrai qu'il y a moins de sujets sur ça, peut-être parce que l'occasion d'en parler est de moins en moins, l'opportunité médiatique est de moins en moins évidente.
Ça aussi, c'est... Maintenant, est-ce qu'il y a un désengagement de la presse par rapport à cette question ? Moi, je crois pas. Je crois juste que, à part les rassemblements le mercredi ou les quelques occasions, on en parle un peu, mais son actualité diminue, donc la couverture diminue automatiquement. Peut-être. Vous pensez que tout se banalise aujourd'hui dans la presse, même les questions tragiques? Il y a une marche forcée vers la normalisation depuis la charte pour la paix. Il y a aussi ça. Ça veut dire que le régime a développé tout un discours par rapport à la charte, par rapport aux disparus, par rapport au terrorisme. Il ne voulait même pas qu'on parle de terrorisme, mais il voulait qu'on parle de criminels. Donc, voilà. C'est le facteur principal qui Un des facteurs. Après, quand on voit la scène médiatique, on la voit bien aujourd'hui par qui elle est dominée. Elle est dominée par une pseudo-presse privée d'allégeance, je ne citerai pas les titres, mais qui, elle, applique l'agenda et la nomenclature du pouvoir. C'est-à-dire on va beaucoup plus parler du Hajj et de Ikram et d'une histoire de fatwa, etc., que de parler des vrais soucis des Algériens. Je ne parle même pas de la tragédie des années 90 ou autre chose. Et quand elle est traitée du point de vue du système. On le voit très bien. Malheureusement, aujourd'hui en Algérie, si on veut calculer les audiences et tout, c'est pas la presse francophone, ce qui reste de la presse francophone, et ce qui reste de l'engagement à l'intérieur de la presse francophone, de journalistes, c'est-à-dire on diminue de plus en plus, c'est pas ça qui fait l'audience en Algérie. Ce qui fait l'audience en Algérie, c'est la presse arabophone, populiste, pro-régime, pour être clair. Concrètement, Adlan, outre les pressions du régime, des services de sécurité, est-ce que vous n'avez jamais eu de problème à traiter de la question des disparus dans les organes de presse pour lesquels vous avez travaillé? C'est jamais direct. C'est pas le colonel du DRS ou de la police politique qui vient au journal ou qui t'appelle à la maison pour te dire ferme ta gueule, en général. C'est jamais comme ça. C'est des pressions indirectes sur le journal ou c'est une pression indirecte sur une administration telle que moi, pour avoir mon passeport, j'ai dû attendre 10 mois, par exemple, alors que j'ai failli rater quelque chose de très important dans ma vie privée. La naissance de ma fille notamment. Et voilà, c'est vraiment des trucs très indirects. Mais je sais d'où ça vient. Je sais que c'est à cause des papiers sur les disparitions forcées, sur la torture. C'est des choses que le régime ne veut pas entendre parler, surtout sa police politique. Et donc, voilà, ça pose problème. Mais c'est jamais direct. C'est pas la méthode chilienne où on vient te briser les os directement, quoi. On contourne la chose de manière très indirecte. Et sur la liberté d'expression, en 2016, qu'en est-il réellement? En fait, on ne peut pas parler de recul ou d'avancée. La liberté d'expression, premier donné, c'est pas l'État qui la donne. Et beaucoup des acteurs sociaux et médiatiques ont fait cette erreur de compter toujours sur l'État pour leur céder des espaces d'expression. L'État est par nature coercitif. Même l'État français, l'État américain, l'État norvégien est coercitif. C'est par nature. Sa nature est de limiter les libertés. C'est comme ça. Parce que le contrat social demande ça. Maintenant, c'est aux acteurs sociaux et médiatiques et les syndicats, c'est à eux de définir après quelle est la zone de liberté qu'ils veulent s'octroyer eux-mêmes. Si le régime aujourd'hui nous a donné une zone de liberté et nous, on se contente de cette zone-là, ça c'est un problème. Ça veut dire si le régime dit aux partis politiques, par exemple, je vous laisse que les meetings dans les salles. Ils vont rester à cette limite. Ça c'est un souci. Le souci, c'est pas le pouvoir. Le souci, c'est le parti politique qui a accepté ça. Dans la presse, c'est la même chose. Si on nous enferme dans la logique de la publicité, de l'argent et des pressions, des petites pressions, ça, c'est un souci. Si on accepte ce deal-là. Adlan, on va parler un peu de Radio des Sans-Voix. C'est-à-dire, Radio des Sans-Voix est mise sous la liste noire. Dernièrement, c'est-à-dire 15 jours après son lancement, n'est plus accessible ici en Algérie. Là, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est clair. Mais pourquoi Radio des Sans-Voix est visée ? Est-ce que la vérité des disparus qui dérange ? Je pense que, la vérité ou le combat en général sur les disparus dérange. Et ça, on peut revenir longuement. Parce que parler des disparitions forcées veut dire qu'il faut replancher dans les années 90. Et si on replonge dans les années 90, on va toucher les fondations même du régime actuel. Parce que le consensus de Bouteflika avec les militaires, ça veut dire le fait que Bouteflika est aujourd'hui président pour le 4e mandat est né d'un consensus qui a été fait sur comment on en finit avec la guerre civile pour aller très vite. Donc parler des disparus aujourd'hui pour le mener très très loin. Voilà, c'est juste pour résumer la chose. Deuxièmement, c'est pas seulement parce que ça parle des sans-voix. Elle aurait parlé des droits des femmes, elle aurait parlé d'urbanisme, elle aurait parlé d'écologie. Le souci, c'est que c'est une voix qui n'est pas contrôlée
par l'administration et la police politique. Voilà, c'est ça le plus important. Donc selon vous, la question, il sera impossible d'être résolue avec ce régime. C'est pour ça que toute forme de liberté d'expression actuelle n'est qu'une concession et un combat, mais qui reste très très hypothétique, parce que le régime peut après s'adapter très très vite et fermer tout. Il nous a donné un exemple pour le bac, c'était une démonstration de force. Ça veut dire, je peux couper les réseaux sociaux quand je veux. Et je peux le faire. Donc techniquement, il peut le faire. Et donc ça, c'est un message pour nous dire que aux prochaines élections présidentielles, s'il y a un mouvement dans la société civile, ou s'il y a un mouvement barakat ou autre chose sur les réseaux sociaux, je peux briser ça. Ça, c'était un message très clair. Ça ne concernait pas que le bac. C'était un vrai message. Ce qui se passe aujourd'hui avec la radio va se passer demain avec d'autres médias. Il y a plein de petites initiatives comme ça qui sont étouffées dans l'offre. Il y a des collectifs d'étudiants dans les universités qui essayent d'organiser des rencontres d'auteurs à Boumerdès, à Bjaya, à Ourgla et ailleurs. On leur interdit. Il y a plein de petites voix comme ça qui sont un peu partout et qui subissent le diktat de l'administration et de la police politique, qui travaillent très très bien, contrairement à tout le mythe que nous avons vendu de la fausse dissolution de la police politique. Tout l'honneur est pour ces médias qui sont censurés de toute façon. Ce que je me demande des fois, c'est le pourquoi, c'est-à-dire l'élite politique a peur des NTIC, c'est-à-dire des nouvelles technologies, a peur de ces réseaux sociaux. Pourquoi cette peur? Il y a une double réponse. La première réponse, elle est générationnelle, parce que c'est une génération qui n'a pas vécu avec ça. Moi, j'ai 41 ans et je suis déjà dépassé par les jeunes de 20 à 25 ans qui sont dans les startups, qui développent des choses nouvelles. Moi, le VPN, je l'ai appris grâce à Twitter, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont expliqué c'est quoi le VPN, comment contourner, etc. C'est des moyens qui ne sont pas seulement qui ont lié à une génération très jeune, mais aussi qui démocratisent les données et les avis de manière terrifiante pour un vieux régime d'apparatchiks comme le nôtre. C'est terrifiant pour eux. C'est pire qu'une attaque, qu'une invasion militaire, parce que c'est très démocratique. Tout le monde peut l'avoir sur son téléphone. Il peut écouter votre radio facilement. L'info va partir partout, etc. Donc c'est quelque chose qui est terrifiant en fait. Ils ont très très peur de ça pour l'instant, pour ces deux raisons. Parce qu'ils sont complètement dépassés de manière générationnelle. Et le pays a plusieurs fois raté son virage numérique. Et la deuxième raison, c'est que ça donne une telle démocratie pour les données et pour les avis que c'en est terrifiant pour eux. On dit toujours, c'est-à-dire on colle toujours à la presse cette même mise étrangère, un complot. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière un dossier, par exemple celui du gaz de schiste, les élections. À chaque fois, on se dit qu'il y a une personne qui est derrière pour déstabiliser l'Algérie. Est-ce vrai déjà ce qu'ils disent? Ce qui est pathétique dans la chose, c'est qu'eux-mêmes ne croient pas à ça. En fait, c'est juste pour jeter les gens à la Vendex populaire et fragiliser un peu les gens et surtout parasiter le débat. C'est-à-dire, c'est plus intéressant pour eux de dire que les anti-gaz de schiste sont manipulés par l'étranger que d'affronter le vrai problème du gaz de schiste sur les populations et sur l'environnement. C'est vraiment un discours ridicule, etc. Mais ce qui est encore pire dans ça, c'est que c'est un refus de l'autonomie de l'Algérien. Ça veut dire que l'Algérien est tellement illettré, incapable, manipulable. C'est un regard de colonisateur qui est toujours présent chez nos gouvernants, qui est terrifiant. Et pour la vérité historique, la première fois que le mot main étrangère, la main de l'étranger, a été prononcé en Algérie, c'était le 1er novembre 1954. Ça veut dire que le gouvernement général, qui était français, en apprenant les premières opérations du FLN, a dit « Ah non, ça c'est pas nos gentils arabes, ça c'est la main de l'étranger. » Voilà comment le régime actuel nous regarde. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On revient vers notre livre, Jour tranquille à Alger. On parle de votre expérience en tant que journaliste d'investigation. Ce qui est beau dans votre livre, c'est qu'on retrouve votre compétence d'un bon rédacteur que l'on retrouve dans le livre.
Ce livre-là s'adresse directement aux jeunes, c'est-à-dire votre choix déjà des chroniques. On voit que les générations de maintenant ne lisent pas beaucoup. Du coup, les chroniques, c'est plus facile à lire. C'est-à-dire ça nous permet de relire une autre fois. Très très facile à lire et puis rapide, là tu es de passage et c'est vraiment bien écrit. Du coup, est-ce que ce livre, Jour tranquille à Alger, s'adresse-t-il aux jeunes directement? Pas spécialement en fait. Le style chronique veut ça en fait. Parce que c'est un mélange entre le style littéraire et le style journalistique. C'est pour ça que les éditions Rive Neuve nous ont choisi, Mélanie et moi, pour Alger, parce que on est à la limite des deux. Ça veut dire, Mélanie, elle tient un blog pour le Figaro où les textes ne sont pas toujours journalistiques. Moi, je suis entre la littérature et le journalisme. C'est pour ça que les chroniques, elles ont ce côté un peu littéraire, un peu fluide, etc. Et en temps réel. Ça veut dire, on raconte vraiment le réel. On raconte ce qu'on ne peut pas raconter dans la presse. On parlait en off maintenant de la rencontre entre Louisa Hanoun et Mélanie. Bon, il y a eu l'entretien de 2 pages, 3 pages sur le Watan, mais en même temps, il y avait des choses qui se sont passées sur l'entretien qui étaient encore fortes que l'entretien ou partir en reportage, raconter un peu le backstage, ça veut dire tout ce qui est l'arrière-scène de ce qu'on faisait publiquement dans le journal. Et il y avait trop de choses qu'on se racontait, tous les deux, qu'on racontait aux gens, mais on voulait les partager avec d'autres, parce que c'est pas l'Alger d'aujourd'hui, c'est l'Alger comme nous on l'a vécu. Ça veut dire, nous on n'a pas l'ambition ou l'audace de dire on a raconté l'Alger d'aujourd'hui. C'est pas possible de raconter l'Alger aujourd'hui. Il faudrait des milliers d'auteurs et des milliers de livres. C'est juste on a raconté Alger comme nous on l'a vécu intimement, professionnellement, à deux, chacun de son côté, avec ses différences aussi. Comme elle est française, mais comme il y a un blog hier en arabe, il a écrit elle est française, mais elle est algérienne de cœur, et lui, il est algérien de naissance. Je trouvais ça assez vrai. C'est pour ça que ça paraît fluide, parce que c'est vraiment actuel, c'est vraiment écrit c'est des instantanés, voilà, de la vie de tous les jours. On est là, on est dehors, on mange, on boit, on sort, on voit des amis, on s'énerve avec d'autres, on est dans des situations difficiles, on est subjugué par une vision magnifique d'Alger comme ça, sous la lumière. Voilà. On est énervé parce qu'il y a des poubelles partout, on est subjugué par l'incroyable gentillesse atavique des Algériens, qui est incroyable tout le temps, qui est toujours surprenante, même dans les moments les plus difficiles, surtout dans les moments les plus difficiles en fait. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui est dans le livre. Là, Adlan, on va vers une pensée aux générations futures, le devenir de l'Algérie, une projection vers un avenir, c'est-à-dire là en 2062, votre rêve, une espérance des jours meilleurs dans votre dernier texte, 2062, vous citez déjà une présidente femme, oui, jeune aussi, c'est important, oui. Vous pensez à un vivre ensemble, un respect de la liberté individuelle. En fait, ce rêve-là existe dans ce pays, mais par bribes. Il y a plein de niches, il y a plein d'endroits où les gens sont dans le respect d'autrui, ils sont dans la sacralité de la compétence, ils sont dans la séparation entre ce qu'ils croient et ce que les autres croient aussi. Il y a beaucoup ça, mais c'est très parcellaire, c'est pas majoritaire, mais ça existe un peu partout. Mais il y a un plafond de verre. Il y a une société qui n'arrive pas à sortir de vieux atavisme, etc. Mais il y a aussi surtout une classe politique, que ce soit dans l'opposition et surtout dans le régime, depuis des générations qui infantilise la société, qui ne croit pas à la société, qui ne croit pas au rêve même de la société, qui sont là à fonctionner comme les anciens régimes arabes autoritaires des années 60, 70, le char, la matraque, la mosquée, le stade, tout embrigader des gamins, pourrir la vie des femmes, comme si c'était une religion, etc. Et je vois qu'avec tout ça, à côté, il y a des Algériens qui s'en sortent, qui essaient de faire de belles choses, Je m'imagine que s'il n'y avait pas ce côté négatif de la société et du régime, j'imagine que ce pays va exploser. Ça va exploser de joie, de compétences, de vivre ensemble, parce que le terreau est là. Comme le terreau du pire est là, mais le terreau du meilleur est là. Et moi, je préfère croire que le terreau du meilleur, c'est lui qui va l'emporter après, même si on ne vit pas cette période, d'autres la vivront. Mais je suis convaincu que ça arrivera. Voilà. Espériez-vous des changements pour l'Algérie de 2019, pour les prochaines élections présidentielles? Aucune dans le sens que le régime, l'obsession du régime, c'est de se reproduire dans des conditions difficiles, parce qu'il y a moins de rentes. Donc la bagarre va être de plus en plus serrée entre eux. Donc ça va être encore violent entre eux. Quand c'est violent entre eux, ce n'est ni eux ni leurs enfants qui vont payer ça, mais ce sera nous, la société, par la violence, par l'émeute, par la manipulation, par le chantage sécuritaire, comme ils sont en train de nous faire aujourd'hui. Donc moi je pense que ça va aller de là à très moyen terme. Ça ne va pas se régler de manière bénéfique pour le pays,
parce que pour eux, c'est déjà réglé. Les Panama Papers nous le prouvent tous les jours. Ils assurent sur 3 générations l'avenir de leurs enfants. Tant mieux pour eux, mais je suis assez pessimiste à très moyen terme. Les germes d'une crise de plus en plus accrue, sociale, économique, politique sont là. Elles se manifestent déjà de plus en plus. Quand le débat reste juste question d'un agenda biologique, ça veut dire la santé du chef de l'État, ça devient problématique. Ça veut dire qu'on est dans la bagarre. Les dernières traques et les derniers étouffements des libertés ne traduisent pas soit une guerre au sommet. Est-ce que vous ne pensez pas réellement que le régime prépare une succession douce? Il n'a pas le choix, sinon ils sortent les chars et ils défoncent les portes de Moradia, ou de Zaralda plutôt. En fait, les tentatives autoritaires d'aujourd'hui ne sont pas nouvelles. C'est juste l'effet de loupe qui nous fait, comme dit Abdelcherf la dernière fois dans l'émission de Radio Homme, c'est un peu l'effet de loupe qui nous rapproche un peu de la pression. Mais la pression, elle a toujours été là. Les chômeurs du Sud, l'association des chômeurs du Sud, elle subit les mêmes pressions depuis 2006-2007. C'est exactement les mêmes mécanismes autoritaires. Sauf que ça devient de plus en plus flagrant aujourd'hui parce que nous, on sait, et même dans un certain cercle, on va dire, médiatique et politique, qu'il y a des tensions en haut autour de la succession. Voilà. Mais même s'il y a des tensions entre eux, de la bagarre entre eux, ils se rendent d'accord sur une chose, sur la répartition de la rente. La répartition de la rente doit toujours rester dans un cercle très fermé. Il n'y aura aucun débat autour de distribution des richesses dans ce pays, ni sur la distribution des pouvoirs. Ça veut dire qu'on refusera toujours la voix à la société. On imaginera toujours que la presse et les partis sont des sortes de bibelots de la démocratie. Ça veut dire c'est juste pour quand ils sont à l'étranger, de regarder le nombre de partis, regarder le nombre de journaux. C'est vraiment la démocratie au kilo pour ce régime. Donc voilà, il y a des tensions entre eux, mais ils sont d'accord sur l'essentiel. La rente est priver la société de sa voix. Construire un état de droit restera à jamais une utopie alors? Non, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat citoyen au niveau individuel, au niveau d'un quartier, il y a des quartiers qui s'organisent, qui essaient d'organiser leur vie, il y a des villages qui le font, il y a des initiatives un peu partout. Voilà, c'est pas le grand soir. Il n'y aura jamais un grand coup d'éclat où quelqu'un va dire aujourd'hui c'est l'état de droit. Ça va être des mini-combats comme ça, et des micro-combats un peu partout dans la société, qui un jour convergeront vers un équilibre des forces qui fera que l'État accède à la demande de la société. Une société qui sera là forte pour lui dire, voilà comment ça doit fonctionner. Par la légalité, par la justice, par la dignité des gens, par le civisme, etc., etc., etc. C'est comme ça que les gens vont changer, que les choses vont changer. Quand il y a un rapport de force favorable à la société et aux exigences de la société. La répression restera toujours, c'est-à-dire l'outil du gouvernement. Là, on voit que, c'est-à-dire malgré que ça change de forme, au départ c'était l'achat d'une paix sociale, c'est tout le monde surtout, voilà, vous avez de l'argent, vous vous taisez. Maintenant, il n'y a plus de rente, crise économique, c'est le bâton. On les retrouve en train de battre tout le monde. Soit tu te tais, soit tu es affronté à la force. Du coup, c'est un rêve qu'on ne pourra jamais avoir. Hein. Non, je ne suis pas d'accord parce que la répression n'est pas une surprise. C'est un automatisme naturel du système, du régime algérien, etc. Par contre, elle deviendra de plus en plus difficile lorsqu'il y aura 2 facteurs très importants. Le premier facteur, c'est vraiment de professionnaliser la société civile, entre guillemets. Ça veut dire que les partis deviennent vraiment des partis. C'est un parti politique, tu ne peux pas l'acheter avec des places dans le Parlement. Tu ne peux pas l'acheter avec le salaire de ses parlementaires. Tu ne peux pas l'acheter avec des places de ministres. Tu ne peux pas l'acheter avec des voitures gyrophares et garde-corps. Quand on aura des vrais partis, ce sera très difficile de le réprimer. Quand on aura des vrais syndicats qui représenteront vraiment les travailleurs, et que les travailleurs, il va donner son sang, ça veut dire il va affamer ses enfants pour son droit de travail, la répression ne marchera pas. Quand on aura des journaux qui vont aller au bout de la rupture avec la compromission, là, le pouvoir n'aura plus les outils. Ça veut dire la répression, c'est des outils. Si je t'enlève les outils, il y aura des sacrés, mais je t'enlève les outils de la répression, tu ne pourras rien faire contre moi. Et là, j'aurai plus peur de toi. Et si j'ai plus peur de toi, c'est fini. C'est fini, parce que la répression, c'est pas je te réprime, je te menace de réprimer. Tu sais que j'ai la capacité de te frapper, donc tu ne bouges pas. Mais si cette peur disparaît, qu'est-ce que tu vas faire? Tu perds les outils sur la société. Et c'est ça qui est important.
Et ça, c'est ce que j'appelle la professionnalisation de la société civile. Et la deuxième des choses, c'est la convergence. Ça veut dire qu'il y a eu des moments dans l'histoire de ce pays où le syndicaliste, et le parti politique, et le boueur, et le journaliste, et l'imam, et la coiffeuse, et le footballeur, à un moment, ils ont vu que leur droit, que leur dignité est touchée, à un moment. Et ils font front, et c'est là où ça fait peur. C'est pour ça que le régime veut toujours faire deux choses, acheter les gens et les diviser. Et si on a conscience de ça, sans bâton, il ne peut rien faire avec. Merci Adlan de nous recevoir ici chez vous. On vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous d'être là et tous mes pensées à toute l'équipe et chose que vous devrez toujours garder en tête, c'est que l'arbitraire ne dure pas. Voilà.